Voilà, alors cette semaine, je suis retournée au judo. Ça faisait plusieurs semaines que je n'étais pas allée. De toute façon, depuis mon accident, ma présence au judo, elle est un peu aléatoire parce que je suis souvent trop fatiguée ou voilà. Mais là, je suis allée au judo lundi et mercredi parce que c'est les vacances scolaires, donc j'ai pas le champ. Et puis, ça fait un moment que de temps en temps, je réfléchis à comment le fait de faire du judo depuis 30 ans m'a influencée. De temps en temps, je l'ai mentionné dans des articles de blog, etc. Mais là, lundi, je ne sais plus maintenant exactement de quoi notre prof nous parlait, mais j'ai réalisé qu'une chose qui est très présente dans le judo et qui me parle beaucoup par rapport à ma vision du monde et puis certaines caractéristiques de ma vision du monde qui sont peut-être différentes de ce que je vois chez d'autres personnes, c'est qu'au judo, on travaille à deux. Il y a une personne qui fait la technique qui s'appelle tori, et puis il y a une personne qui subit la technique qui s'appelle uke. Donc la personne qui chute, puis la personne, c'est uke, puis la personne qui projette, c'est tori. Et puis, quand on apprend le judo, quand on pratique le judo, on fait les deux rôles. On est tour à tour la personne qui projette, la personne qui chute. Et en particulier, quand on apprend des techniques, ou quand on prépare les katas, qui sont un peu l'équivalent des chorégraphies, c'est des suites codifiées de techniques pour les examens. Donc quand on apprend de la technique ou qu'on fait du kata, clairement, le rôle de la personne qui chute, donc de uke, est très très important. Parce que si il ne coopère pas bien, si sa posture est pas bonne, s'il fait pas les bons gestes, ça va être difficile pour la personne qui fait la technique de faire la technique et de la réussir. Alors, la finalité du judo, c'est le combat. Quand on fait du combat, la personne qui chute ne coopère pas. Mais c'est pas simple de faire tomber quelqu'un qui ne coopère pas. Il faut avoir une très bonne maîtrise de la technique, un bon timing, une bonne stratégie d'entrée, etc. Vous en faites pas, ceci ne va pas parler de judo pendant toute la vidéo. J'y arrive, mais je dois vous donner un peu de background pour que vous compreniez. Donc, le rôle de la personne qui chute est important. C'est important quand on apprend le judo, d'apprendre aussi à être une bonne personne qui chute. Et puis, quand on pratique une technique, quand on apprend à projeter, on a aussi l'expérience d'être projeté. Moi, il y a certaines techniques que je fais et que je passe en combat, que j'ai apprises parce que on me les a faites des centaines de fois. Au début, quand j'étais plus jeune judoka, je tombais tout le temps sur cette technique. Et donc, j'ai une très bonne compréhension en tant que personne qui fait la technique sur l'autre, de ce que subit l'autre qui chute. C'est ça le point qui est important. En fait, le judo, pour bien pratiquer le judo, il faut très bien comprendre ce qui arrive à la personne qu'on fait tomber. Et plus on est capable de se mettre à la place de l'autre, vous voyez où je viens? Plus on est capable de se mettre à la place de l'autre, je crois qu'il y a Oscar qui veut descendre, non, ça va, il va juste se retourner. Plus on est capable de se mettre à la place de l'autre et de sentir ce que l'autre vit dans le combat ou dans la pratique, mieux on va réussir à rentrer sa technique, à être placé au bon endroit, parce qu'on comprend, par exemple, que l'autre, il doit subir quelque chose, et que pour subir ce quelque chose, moi, je dois être placé d'une certaine façon. Et on le sait parce que on a été tellement de fois à la place de l'autre, et on a pu sentir la différence entre quand l'autre, il fait la technique comme ci ou comme ça passe pas. On sent, comme ça passe, et on sent. Ok? Donc, il y a vraiment ce travail permanent au judo de comprendre ce que vit l'autre, de où est l'autre, de comment il est positionné, et aussi de déplacer l'autre ou de déséquilibrer l'autre. Donc, comment je peux faire pour influencer la position de l'autre?
pour l'amener sans qu'il se rende compte, à être dans la position où j'ai besoin qu'il soit, pour que moi, je puisse faire la technique que je veux faire pour le faire tomber. Voilà. Donc ça, c'est le judo. Et puis, pourquoi je pensais à ça lundi? Je pensais à ça lundi. Parce que j'ai réalisé que je pense, alors est-ce que c'est le judo qui m'a fait ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, le judo l'a inscrit dans mon corps, ça c'est sûr. Ce réflexe de toujours penser à comment l'autre il vit les choses, qu'est-ce que l'autre il expérimente, qu'est-ce qui se passe pour l'autre. Je veux que l'autre il recule le pied, mais qu'est-ce qu'il va faire qui va vouloir reculer son pied? Et donc dans la vie, moi j'ai tendance à avoir aussi cette attitude-là ou cette vision-là. Je me rends bien compte que tout ce qu'on vit avec les gens, c'est interactionnel. Ça nous amènerait à la systémique aussi. Autre sujet, c'est peut-être aussi pour ça que la systémique, ça me parle autant, ou c'est peut-être parce que la systémique me parle que le judo me parle autant. Enfin, voilà. Mais, donc, quand je suis en interaction avec quelqu'un, ou quand quelqu'un me dit quelque chose, je suis toujours en train de me demander, ou toujours en train de garder à l'esprit quelque part, et tout le temps, qu'est-ce qui se passe chez l'autre pour qu'il dise ça? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il expérimente? Quand moi je dis quelque chose, comment est-ce que l'autre il va entendre, comprendre, interpréter, réagir? Alors, on n'est pas devin, on se plante, hein, mais j'ai cette sensibilité que je trouve que j'ai l'impression que beaucoup de personnes n'ont pas cette façon de réfléchir à l'autre. Et c'est ça qui fait que, je pense, hein, c'est en lien, je pense aussi avec ma fibre pédagogique, je me dis, ok, l'autre il a besoin de comprendre quoi? Si on parle de la communauté diabète félin, je me dis, ok, la personne elle arrive dans le groupe, son chat il vient d'être diagnostiqué diabétique. Elle est où la personne là? Elle est dans quel état, à quel endroit? De quoi elle a besoin? Qu'est-ce qu'elle est capable d'entendre à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle n'est pas capable d'entendre? Comment amener la personne là où je veux qu'elle soit? C'est-à-dire comment amener la personne à ce qu'elle puisse s'y retrouver les documents, à ce qu'elle soit suffisamment sereine pour réussir à utiliser sa tête, à ce qu'elle ait les informations nécessaires pour une bonne prise en charge du diabète de son chat, etc. Comment est-ce que je fais aussi pour, c'est un autre niveau, que les personnes qui aident dans le groupe le fassent d'une façon qui est utile pour l'autre, hein. Donc ça c'est en fait la fibre pédagogique au deuxième niveau. Mais il n'y a pas que dans ce domaine-là. J'ai toujours été intéressée par rapport au web et puis à l'informatique, à ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. C'est-à-dire comment on vit notre interaction avec l'interface d'un programme ou d'un logiciel ou d'un service. Comment c'est pour moi en tant qu'utilisatrice de devoir cliquer là, puis cliquer là, puis cliquer là? Comment c'est pour moi en tant qu'utilisatrice de me retrouver face à cet écran et je veux faire un truc, mais comment je le fais? Comment ça va être pour moi en tant que collaborateur, en tant qu'employé, quand le programme que j'utilise tous les jours depuis 5 ans, eh ben, il change. Eh ben, je vais pas vouloir en général au début, hein, parce qu'on a nos habitudes, etc. Donc, comment je fais pour amener cette personne à accepter qu'il y a peut-être des choses bonnes ou intéressantes dans le nouveau programme, que ça vaut la peine de s'y intéresser. Donc, ce côté, enfin, cet aspect, je dirais, de ma philosophie, de, je sais pas, vision du monde, on dira, hein, et de comment fonctionnent les gens, elle est clairement un ancrage dans le judo. Alors, où est la poule, où est l'œuf, hein, mais c'est clair que je pense que de faire pendant 30 ans un art martial où on est tout le temps en train de switcher de rôle, celui qui fait, celui qui subit, celui qui fait, celui qui subit, et puis qu'on comprend le lien entre les deux, on comprend l'interactionnel, c'est très interactionnel le judo. C'est pas émetteur-récepteur, c'est très très simpliste comme vision du monde ça. Hein, il y a quelqu'un qui fait, il y a quelqu'un qui subit. En fait, c'est dialectique, c'est toujours interactionnel. Donc voilà.
Donc, ça que je voulais dire, je pense qu'il y a plus à développer là autour. Là, par exemple, je prends encore 1 minute, je voulais essayer de tenir dans 10, mais je vais encore prendre 1 ou 2 minutes. Depuis que j'ai vécu la suspension de mon compte Facebook, et puis que je suis retournée, ça m'a du coup donné un coup de pied aux fesses, pour me réinvestir dans mon blog, dans le web social ouvert qu'on appelle Mastodon et compagnie, de ces choses-là. Et puis, je me pose la question, qu'est-ce qui fait que moi, en tant qu'utilisatrice, j'ai délaissé mon blog et investi tellement de temps et d'énergie dans Facebook? Quelles sont les caractéristiques de l'outil, du réseau social, de comment c'est conçu, qui fait que c'est tellement facile d'aller passer du temps là, et moins facile de passer du temps à écrire sur mon blog ou à lire des blogs. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce qui rend Facebook si attractif et facile et sans friction, on dit en anglais, sans force de frottement, sans truc qui croche? Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça pour améliorer l'expérience utilisateur du web ouvert? Idem, je vais devoir à un moment donné déménager la communauté Diabète Félin qui est sur Facebook vers Discourse, qui est une plateforme externe, qui est une très bonne plateforme. Là aussi, il va falloir gérer le changement. Donc, la gestion du changement, c'est aussi ce que je fais dans mon job, mon day job, qui paye les factures. Quand je le fais, là, je suis en arrêt de travail. Je viens de recommencer cette semaine, après 7 mois d'arrêt de travail à cause de mon accident. Mais c'est toujours, j'ai besoin, pour arriver à mes fins, qui ne sont pas égoïstes et juste pour moi, qui sont généralement pour le bien de la communauté et des fois même dans l'intérêt de l'autre, j'ai besoin d'amener l'autre à un certain endroit et dans une certaine position pour qu'il puisse faire ce qu'on veut qu'il fasse. Alors, on peut penser que c'est de la manipulation. Pour moi, la manipulation, c'est quand c'est dans son intérêt à soi. Là, on manipule l'autre pour son avantage. Quand c'est dans l'intérêt de l'autre, ou dans l'intérêt de la collectivité, on peut appeler ça de l'influence. Comment est-ce que j'influence l'autre ou comment est-ce que je lui donne les clés, comment est-ce que je lui donne les différentes pièces de puzzle dont il a besoin pour pouvoir compléter le puzzle, pour pouvoir venir participer dans la communauté sur Discourse. Dans cet exemple-là, auquel il n'est pas habitué, c'est un nouvel outil, il va falloir apprendre, ça demande un effort de sa part. Donc, qu'est-ce que moi je peux faire pour lui donner envie de faire cet effort ou pour faciliter cet effort? Qu'est-ce que moi je peux faire avec mon partenaire de judo pour lui donner envie d'avancer ce pied que je vais balayer pour le faire tomber? Voilà. Alors, judo, c'est pour faire tomber l'autre, parce que c'est le cadre, c'est le jeu, c'est ça le contexte. Mais c'est une métaphore. Pour d'autres choses, faire tomber l'autre, c'est l'objectif. Ok, c'est pas vaincre l'autre, c'est juste que c'est l'objectif. Et puis, là, par exemple, pour Diabète Félin, l'objectif, c'est déplacer la communauté. À un moment donné, pas demain, pas la semaine prochaine, ni le mois prochain, mais dans l'année qui vient, mettre ça en route. Ou bien, dans mon travail, il y a des changements qui se passent pour les collaborateurs. Ces changements, ils vont arriver, qu'on le veuille ou non. Donc, comment on fait en sorte que ça se passe le mieux possible pour les gens, c'est-à-dire qu'ils accueillent ces changements le mieux possible. Voilà. Et puis, dans la vie de tous les jours, les gens, ils agissent d'une certaine façon. On se pose la question, mais il y a une logique. C'est pas tout à fait la même chose, mais l'autre, il agit toujours selon une logique interne. Je crois pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont des mauvaises intentions. Je crois que les gens, ils essayent de faire bien. Et que pour eux, dans leur vision du monde et logique interne, ce qu'ils font, c'est la chose juste. Et ça nous amène, ça va être 15 minutes, désolé. Ça nous amène au dernier truc que je veux lier à ça, et après vraiment j'arrête. Ça, c'est le TDAH qui dit « Ah oui, je vais juste encore dire ça, puis je vais juste encore dire ça, puis je vous promets j'arrête, je vous promets j'arrête, je vous promets j'arrête. » Ça, c'est le TDAH qui est cause. Mais bon, on va essayer de le crocher et de le garder à la place qu'on veut, ce TDAH. L'erreur fondamentale d'attribution. Il faut que je fasse une vidéo entière là-dessus, mais l'erreur fondamentale d'attribution, ça c'est mon timer qui me dit que j'ai déjà dépassé. L'erreur fondamentale d'attribution, c'est un biais cognitif. Je crois que j'ai écrit un article sur mon blog qui s'appelle un truc genre « On est toujours le connard de quelqu'un d'autre » et qui est que
on comprend, on interprète nos actions en fonction de notre état interne, de notre motivation interne, et puis on interprète les actions de l'autre à l'aune de valeurs externes. Ok, c'est un connard, il fait pas attention, il en a rien à foutre, il m'aime pas, etc. Et on va pas regarder, mais en fait, c'est quoi la motivation interne de l'autre? Et ça, c'est tellement répandu. Je trouve que on juge beaucoup son prochain en disant ouais, il a fait ci parce que, il a fait ça parce que, il a des mauvaises intentions. Mais ça, en fait, c'est un biais cognitif qui s'appelle l'erreur fondamentale d'attribution. Si ça vous intéresse, googlez, lisez, il y a plein de choses. Et pensez-y. Voilà. À bientôt!